Bonjour à tous, merci en tout cas d'être là, ça fait plaisir de voir du monde, parce que l'innovation, c'est pas forcément un sujet qui est si simple que ça à discuter. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous rappeler le pourquoi de ce cycle en fait, de conférences, d'ateliers. Alors déjà ici à la station, parce que la station, c'est quand même le lieu de l'innovation sur le territoire, donc c'était important aussi d'être ici. Je ne vais pas vous dire, moi, ce que c'est que l'innovation ou ce que c'est pas l'innovation. On a des gens qui vont vous le dire mieux que moi après et qui seront bien meilleurs que moi là-dessus. Par contre, vous dire que c'est un levier extrêmement puissant pour les entreprises, pour les activités, pour relancer, pérenniser, se développer, faire évoluer ces activités, c'était important. Dire aussi que c'est pour tout le monde, que c'est pour toutes les tailles d'entreprises, les petites comme les grosses, pour tous les types d'activités également, les services, les industries. Ce n'est pas juste réservé aux gros groupes industriels, mais que chacun peut effectivement s'y retrouver. Les acteurs économiques du pays de Saint-Omer ont décidé de mettre en place ce cycle d'ateliers, afin vraiment de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Donc pas seulement les entreprises, mais aussi pouvoir parler aux étudiants, à l'enseignement, aux industries, aux entreprises de services, que chacun puisse s'y retrouver. C'est également aussi important de rappeler que ce n'est pas que pour les dirigeants d'entreprise, mais aussi pour tout le monde, que les bonnes idées sont aussi chez les collaborateurs. Et donc, voilà, c'est vraiment important que ça fasse une dynamique sur le territoire, donc qu'on puisse intégrer les dirigeants d'entreprise et dirigeantes, mais aussi, du coup, les collaborateurs et l'ensemble des personnes qui peuvent y avoir un intérêt. Donc cet atelier, c'est le premier. On reposera les bases de l'innovation, mais il y en aura 5 autres qui suivront derrière. Donc l'idée, c'était de structurer en fait, ces ateliers sous un même format, avec une première partie où on fait intervenir un expert qui va reposer les bases du sujet pour être tout le monde sur le même niveau d'information et que voilà, on puisse vraiment commencer à travailler avec un même niveau d'information. Deuxième partie qui est un témoignage, qui seront des témoignages d'entreprise. Donc là, dans l'idée de montrer que c'est concret, qu'il y a des choses qui se font, que c'est possible, montrer l'exemple aussi. Donc ça, c'était important d'avoir ce retour terrain finalement et très concret. Et une troisième partie, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien, mais c'est aussi bien parfois de pouvoir être aidé, qu'on puisse avoir le petit coup de pouce qui fait qu'on se lance. Parfois, on a envie, on a l'idée dans la tête, mais c'est pas toujours simple d'y aller. Donc voilà, d'avoir cette partie, un petit focus sur une aide, un accompagnement spécifique qui peut être soit dispensé par la région, par des organismes présents sur le territoire ou sur la métropole ou l'agglomération. Voilà, donc tout au long de ces ateliers, on aura la chance aussi d'être accompagné par Elena Salazar, voilà, qui nous restituera en fait donc ces ateliers sous format graphique, parce que parfois c'est mieux un grand dessin qu'un petit discours. Voilà, qui permettra du coup de résumer et puis de garder une trace aussi de ces ateliers. On aura aussi Trait de Lumière qui filme, qui enregistre, qui rediffuse aussi en direct, parce qu'on veut que ce soit un outil pédagogique aussi par la suite, quelque chose qu'on puisse réutiliser, soit parce qu'on n'est pas disponible là à ce moment, et donc c'est intéressant de pouvoir le regarder par la suite, mais aussi parce qu'on pense que ça peut être un outil pédagogique qui peut être repartagé ensuite dans les établissements scolaires, mais aussi dans les entreprises. Voilà, j'en dis pas plus, et puis je passe la parole à Olivier, du coup, du CEATEC, qui va faire la première partie. Merci. Allez, bonjour à tous, je m'appelle Olivier Duclou, je suis responsable de l'antenne CEATEC Hauts-de-France. Ce que je vais faire ce matin, en fait, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que le commissariat à l'énergie atomique, très rapidement. Vas-y. Hop. Après, je vais vous expliquer ce que c'est que l'innovation, vous donner quelques bases pour vous expliquer pourquoi c'est important d'innover. Vous expliquer comment on peut innover dans une entreprise, malgré le fait qu'effectivement, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui existe comme technologie autour de soi. On va beaucoup focaliser d'ailleurs ça sur l'innovation technologique. Et puis à la fin, je vais vous donner quelques exemples de projets d'innovation qui ont été menés avec les équipes du CEATEC pour vous donner de quoi vous projeter. Voilà. Donc le commissariat à l'énergie atomique, c'est un laboratoire de recherche appliquée français qui ne fait pas que de l'atomique. Hein. On est divisé en grands instituts. Alors comme vous pouvez le voir, ici le CEATEC, c'est 4000 personnes à l'intérieur d'un grand institut qui fait 16 000 personnes. Et ces 4000 personnes au CEATEC, ils ne font pas de nucléaire, ils font de la recherche appliquée pour l'industrie. Donc c'est important de comprendre ça. Les grands laboratoires principaux du CEA Tech qui font de la recherche appliquée pour l'industrie, c'est les suivants, je vais vous les montrer.
Un premier grand laboratoire qui est situé à Grenoble, qui développe des technologies numériques électroniques. Donc c'est tout ce qui est micro et nanotechnologie et intégration dans les systèmes. Donc ils vont travailler sur les capteurs, les réseaux de capteurs, les capteurs électroniques pour la santé en particulier, et l'industrie. C'est 1800 personnes, donc avec une masse critique qui est très importante, et des équipes de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent presque exclusivement sur des contrats industriels. Un deuxième grand laboratoire, c'est le LITEN, qui est un laboratoire orienté matériaux, énergie et recyclage, qui représente 1000 personnes, avec un budget conséquent, et des équipes d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillent aujourd'hui, d'ailleurs de plus en plus très fort, sur l'économie circulaire et les procédés pour le recyclage des matériaux. Et puis le LIST, qui est un laboratoire situé à Saclay, qui représente 800 personnes et qui est focalisé sur les technologies numériques, l'intelligence artificielle, la robotique, la cybersécurité. Sans oublier en fait une nouvelle structure CEA qui a collé à ces laboratoires-là, qui s'appelle WiSpot, et qui est un centre d'innovation ouverte. Je vais vous expliquer après ce que c'est que l'innovation ouverte, dont l'activité est centrée aujourd'hui sur l'accompagnement des industriels vers leur démarche d'innovation. D'accord ? Donc vous allez trouver au CEA, pour un peu résumer, des équipes techniques, laboratoires très fines et très spécialistes d'un domaine particulier, et puis à côté des équipes qui sont spécialisées sur l'accompagnement des industriels et sur la démarche d'innovation. Qu'est-ce qu'on fait en Hauts-de-France au CEA ? Donc on a une petite équipe de 15 personnes à peu près, constituée de développeurs de partenariat et puis d'experts techniques thématiques. On est situé à Lille, à Euratechnologie. On dispose d'un beau showroom. Alors ce showroom-là, il est important pour nous. L'objectif, c'est de mettre dans la main des industriels qui viennent nous voir des exemples d'innovation qui ont été construites avec des partenaires industriels. L'objectif, c'est de pouvoir se projeter sur des cas d'usage réels. Et puis après, vous accompagner dans votre démarche, ou alors directement sur un projet si vous avez déjà identifié un besoin et que vous avez besoin de monter avec nous un projet de collaboration, ou alors de mener ensemble une démarche d'accompagnement pour identifier les grandes thématiques d'innovation pour votre entreprise et après découler sur des projets concrets. Donc on reste à votre disposition, j'en parlerai après. Nos missions en région, la première, c'est diffuser les technos du CEA vers l'écosystème industriel régional. On a une deuxième mission qui est de monter des partenariats de recherche avec des laboratoires académiques régionaux, donc faire monter en compétences ou émerger de nouvelles innovations avec ces laboratoires régionaux. Et puis la troisième, c'est de commencer à monter en région des activités spécifiques de recherche appliquée pour des écosystèmes industriels. En particulier aujourd'hui, on a une activité très forte qui est en train d'être montée à Lille sur les jumeaux numériques et leurs applications, c'est-à-dire la modélisation des systèmes industriels pour permettre à des industriels de gagner en efficacité opérationnelle. Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler ce matin ? Comment définir l'innovation ? On verra ensuite pourquoi innover, comment l'innovation peut servir le développement industriel. Je vous expliquerai après comment innover, donc quelles démarches nous on met en place avec les industriels partenaires pour leur permettre de structurer leurs projets d'innovation. Et puis on finira par quelques exemples. Alors, c'est compliqué de définir l'innovation. Donc je vais vous donner sur 2-3 slides quelques définitions. On va essayer de tomber d'accord sur ce que c'est. La première définition qu'on a l'habitude de trouver, c'est celle du manuel de Frascati. C'est un vieux manuel qui est aujourd'hui très utilisé par l'OCDE sur la définition de l'innovation. Donc la définition, c'est la suivante. L'innovation peut être considérée comme la transformation d'une idée en un nouveau produit, ou amélioré en produit sur le marché, ou un procédé opérationnel nouveau, ou amélioré utilisé dans l'industrie. Donc là, sur cette définition-là, il y a la notion de nouveauté dans l'innovation. Il y a la notion de marché et de service. Donc c'est une innovation qui est utile à quelque chose. C'est ça qu'on appelle l'innovation, sinon c'est une invention. Et puis, on commence à voir émerger deux notions dans cette définition. C'est la notion d'innovation technologique et puis d'innovation non technologique. D'accord ? Donc vous verrez, en fait, on parlera après d'innovation technologique qui vient en fait d'une découverte de progrès scientifique. Et puis une innovation non technologique qu'on va souvent qualifier d'innovation d'usage ou de méthode. La deuxième définition qu'on utilise souvent, c'est celle de l'OCDE, du manuel d'Oslo. Donc on entend par innovation technologique de produits la mise au point, la commercialisation d'un produit plus performant dans le but de fournir aux consommateurs des services objectivement nouveaux ou améliorés. Donc il y a toujours la notion de finalité et d'utilité. Par innovation technologique de procédé, on entend la mise au point de méthodes de production, pareil. Ou alors les ressources humaines ou les méthodes de travail. Donc dans cette définition-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion de produit, de méthode ou d'organisation. C'est-à-dire que l'innovation, ce n'est pas qu'un produit, en fait. Ça peut être aussi une nouvelle manière de s'organiser, ça peut être une nouvelle manière d'organiser sa production, ça peut être une nouvelle manière de gérer les RH ou de trouver un nouveau marché. D'accord ? C'est très, très, très général. Et les méthodes qu'on met en place derrière pour faire émerger des projets d'innovation, elles sont duplicables, quel que soit le type d'innovation qu'on veut mettre en place.
Donc pour vous donner un résumé de cette définition-là, moi ce que je dirais c'est que l'innovation, c'est une nouveauté ou une amélioration sensible apportée à un produit, un service, un procédé, une méthode de commercialisation ou d'organisation. D'accord ? Et puis qui va apporter une différence visible et de la valeur ajoutée à mon entreprise. Donc quelques exemples, renforcer son image de marque, conquérir des nouveaux marchés, s'imposer par rapport à ses concurrents ou créer des relais de croissance. Okay ? Et puis, ce que je vous ai mis, l'image à côté, elle est intéressante, les Lego et puis le côté collaboratif, c'est que la plupart du temps, une entreprise elle a besoin de trouver des ressources externes pour innover. D'accord ? Parce que la connaissance vient de l'extérieur. Et c'est ensemble, en utilisant des méthodes bien claires, qu'on arrive à créer de la valeur. Alors, quelques éléments de contexte sur l'innovation. Là, c'est plutôt des clés. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail ces graphes-là, mais sachez que c'est deux choses intéressantes. Là, je vous ai mis en fait le cycle Schlumpeter de l'innovation. Il faut savoir qu'en fait, on définit, en fait, il se trouve que les économistes arrivent à trouver en fait dans l'histoire du progrès des grands cycles qui ont transformé petit à petit l'économie. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est des vagues d'innovation qui ont été déterminées depuis 1785. Et ces vagues d'innovation, elles sont la conséquence de l'arrivée d'un progrès technique générique qui s'est après déployé dans l'industrie. Donc ces progrès techniques génériques, là vous les avez là, les machines à eau, après c'était la machine à vapeur, l'électricité, la pétrochimie, les réseaux digitaux. C'est des progrès techniques génériques qui ont transformé complètement des écosystèmes industriels, soit en fait en permettant à des industriels de se différencier et d'apporter de la valeur différemment, soit en fait carrément en provoquant la mort d'un certain nombre d'industriels qui n'ont pas su s'adapter. Alors ça, on ne peut rien y faire, c'est la course du progrès. Par contre, les industriels doivent s'adapter à ces cycles d'innovation-là en continu, et sachant que ces cycles-là, comme vous pouvez le voir, en fait, ils se raccourcissent de plus en plus. Donc une entreprise, aujourd'hui, elle va vivre dans sa vie plusieurs cycles d'innovation. Elle va devoir s'adapter à ces vagues technologiques génériques qui vont arriver, et elle doit mettre en place continuellement dans son organisation une méthode qui lui permet de survivre et de s'adapter à ces cycles-là. Alors, vous inquiétez pas, il y a des sociétés dont c'est le travail que de définir les nouvelles innovations qui vont arriver. C'est pour ça que je vous ai mis à côté ce qu'on appelle la hype curve. Il y a une entreprise qui s'appelle un bureau d'études qui s'appelle Gartner, qui publie chaque année ce qu'ils appellent la hype curve. Donc, c'est une bonne clé de lecture où on voit en fait apparaître sur la courbe toutes les innovations en émergence. En haut, vous avez les innovations qui sont un peu à la mode, on va dire, donc très, très hype. Généralement, après, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une descente sur la courbe d'adaptation de ces innovations-là. Et puis enfin, elles vont trouver en fait une espèce de marche, une courbe standard d'utilisation. Donc, vous inquiétez pas. Il y a des gens dont c'est le travail que de vous aider à définir les progrès techniques ou les innovations technologiques qui sont les plus pertinentes par rapport à votre marché, des gens comme dans l'écosystème, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis deuxième chose, ces progrès techniques, ils ont à la fois un effet sur la disponibilité des technos sur le marché, hein, mais aussi ils ont un effet sur les attentes des clients. Donc vous, en tant qu'industriel, vous devez vous adapter aux différentes attentes des clients, alors qui deviennent de plus en plus différentes en fonction des clients. Et ce que je vous ai mis en fait l'image ici à droite, c'est une illustration du fait que aujourd'hui l'usine du futur, c'est pas uniquement en fait un paquet d'innovations qui arrive aujourd'hui dans l'industrie, c'est aussi une réponse des industriels aux nouvelles problématiques clients qui demandent plus de flexibilité, plus de productivité. Alors pourquoi innover ? Aujourd'hui, je vous ai mis un petit schéma avec imaginons une entreprise lambda qui a son propre écosystème. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, de façon très schématique pour résumer. Elle subit des contraintes externes qui sont les besoins clients qui évoluent, des évolutions normatives auxquelles il faut qu'elle s'adapte, et puis la concurrence. Aujourd'hui, en fait, imaginons la concurrence. Si elle n'innove pas, cette entreprise, elle va devoir trouver une compétitivité par les prix. Ensuite, elle va donc baisser ses marges, pas trouver de budget de R&D, et puis finalement rentrer dans un cercle vicieux où potentiellement elle peut ne pas réussir à innover. L'idée, en fait, c'est de casser un peu ce cercle-là en arrivant avec de l'apport de connaissances externes, qui peut être un apport technologique d'un laboratoire, d'une entreprise, une collaboration, une acquisition, un financement externe, parce que souvent, en fait, une PME ne va pas réussir à financer elle-même son grand projet d'innovation, et puis pour sortir derrière un nouveau produit, potentiellement sortir de son marché actuel pour créer un nouveau marché, gagner en efficacité opérationnelle en changeant de méthode de production, etc. Donc prendre conscience qu'effectivement l'apport externe est important,
c'est la première démarche, finalement, le premier pas vers un projet d'innovation réussi. Alors, comment innover ? Avant de parler de comment innover, je voulais juste faire la différence, on en parlait un peu tout à l'heure, entre l'innovation d'usage et l'innovation technologique. Là, vous avez en fait un graphe qui est assez parlant, parce que moi, je vais vous parler surtout d'innovation technologique, mais sachez qu'il existe un autre type d'innovation. Donc, si on fait un petit graphe entre la rupture technologique et la rupture d'usage, pour que vous compreniez bien, l'innovation d'usage, c'est l'attente 2 secondes. C'est grosso modo une innovation. On va changer le mode d'utilisation d'un produit. Par contre, on ne va pas apporter en fait, une grande modification technique sur la façon dont on a conçu le produit. La rupture technologique, c'est aller chercher une techno qui vient d'un laboratoire ou d'un autre écosystème et l'adapter à mon marché. Donc là, en fait, il y a deux façons de la faire. Ou alors, on n'a pas de rupture d'usage. C'est l'exemple que vous avez ici de la raquette intelligente. Donc, ça reste une raquette, mais à l'intérieur, il y a de l'électronique qui permet de détecter automatiquement le coup droit, le revers, la vitesse au service. Et puis, l'iPhone qui est à la fois une rupture d'usage, quand il est sorti, hein, qui était à la fois une rupture d'usage et une rupture technologique. Donc, dans les deux cas, en fait, dans le cas de l'innovation technologique, on va avoir un effet qui est fortement différenciant. Par contre, un investissement nécessaire très important, et puis un investissement en R&D qui va être nécessaire. Voilà, donc moi je vais vous parler d'innovation technologique parce que le CEA est un laboratoire de recherche et développement. Nous, on accompagne notre travail, c'est d'accompagner des entreprises dans leurs projets d'innovation technologique. Et les prérequis, pour moi, c'est d'abord, une entreprise, il faut qu'elle fasse émerger chez elle une roadmap d'innovation. Vous ne pouvez pas partir comme ça sur un projet innovant sans avoir une visibilité claire sur votre roadmap. Donc là-dessus, il va falloir chez vous définir des thématiques d'innovation prioritaires, sélectionner les projets pertinents en fonction du retour sur investissement potentiel que le projet va vous apporter. D'accord ? 2, valider l'appétence marché. Ça veut dire, à partir du moment où il y a un concept, la volonté d'innover, c'est valider l'usage sur la base de prototypes et les faire tester par des clients potentiels pour être sûr que derrière, vous allez minimiser votre risque et pas sortir une innovation qui ne trouve pas son marché. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un projet de R&D en levant progressivement les risques techniques, c'est-à-dire qu'on va monter un projet structuré en démarches successives, d'abord d'une faisabilité et puis après un développement. L'objectif, c'est de sortir le plus rapidement possible un prototype qu'on puisse après tester en environnement opérationnel, voire avec des clients. Et puis finalement aussi, en parallèle, lever le risque financier, mais ça, je laisserai mes collègues en parler tout à l'heure. Effectivement, l'objectif, c'est derrière trouver les leviers financiers pour financer une phase de R&D et une phase de développement qui peuvent être longues. D'accord ? Donc, en fonction de la maturité technologique au départ que vous allez adapter à votre marché, vous allez avoir des cycles de développement qui vont durer entre 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à, a priori, 5-6 ans. Ça peut être très long, un projet d'innovation technologique. Mais derrière, l'impact marché peut être très fort. Alors, pour vous donner de la visibilité sur la façon dont on voit les choses, là, je vais vous présenter un concept qui est intéressant. Désolé, ça fait un peu court magistral, mais si vous voulez, c'est des notions importantes. Là, c'est l'échelle de maturité technologique. Alors, c'est une échelle qu'on utilise beaucoup dans le domaine de l'innovation technologique pour définir le degré d'innovation. D'accord ? La maturité d'une innovation. Donc, on va partir de l'idée de départ. À TRL 1-2, vous êtes encore en fait, au niveau du laboratoire, c'est-à-dire que vous êtes en train de montrer que la preuve de concept fonctionne. À 3, 4, 5, vous êtes en train de fabriquer des prototypes fonctionnels, ou en laboratoire, ou à 5, 6, en environnement opérationnel. À 7, 8, vous êtes en train de développer votre produit. Donc là, on sort du domaine de la recherche, on est dans le domaine du développement. Donc là, les acteurs qu'on va trouver dans ce domaine-là, c'est plutôt des bureaux de développement, des bureaux d'études. Et puis à 8, 9, vous êtes en train d'industrialiser et puis de vendre. D'accord ? Donc la démarche d'innovation complète, ça va être la suivante. On va commencer par un accompagnement pour définir la roadmap innovation de l'entreprise en fonction des marchés qu'elle veut cibler. Ensuite, après, on va faire une recherche technologique, arriver le plus vite possible à une étape de prototypage. Après, on fait un développement. Là, on passe un développement produit, puis ensuite, on met en œuvre ou on vend. Voilà, donc les acteurs que vous allez trouver aux différents niveaux, le premier, c'est ce qu'on va appeler la recherche amont. Vous êtes en fait dans le domaine des laboratoires, de l'université, du CNRS. Après, en fait, de 3 à 6, on est en train de faire de la reproductibilité, de monter en échelle et de faire du prototypage fonctionnel en milieu industriel. Et là, vous êtes dans le domaine de ce qu'on appelle la recherche technologique. D'accord ? Au-dessus encore, vous êtes dans le développement industriel, c'est-à-dire les bureaux d'études et la mise en œuvre. Bon, pour vous donner en fait un ordre de grandeur de là où on se situe, nous, CEA Tech, on va être là. Donc typiquement, nous, on travaille avec des laboratoires de recherche.
On vient maturer ces technologies-là jusqu'au moment jusqu'à un niveau de maturité où on arrive à fournir des prototypes. Et puis après, on va transférer la technologie chez l'industriel. Voilà. Alors, on n'est pas tout seul à faire ça au CEA. Il y a dans l'écosystème régional plein de structures qui font ça. Le paysage peut être un peu compliqué, mais en fait, finalement, vous vous inquiétez pas, vous êtes accompagné. Et finalement, n'importe quelle porte d'entrée dans l'écosystème saura vous aiguiller vers la bonne personne. Donc, pour vous donner en fait un paysage de ce qui existe aujourd'hui, donc vous avez les laboratoires académiques en région, Hauts-de-France ici. Vous avez les centres techniques, le CEA, les SAT, les startups en phase de R&D qui sont à des niveaux de maturité entre 3 et puis 5. Et puis au-dessus, vous allez trouver des bureaux d'études, ce que j'appelle moi des techno-providers, c'est-à-dire des gens qui peuvent apporter ou mettre en œuvre des technologies chez vous, si vous n'avez pas la capacité, et des startups sur leur marché. Et puis à côté, vous avez des structures d'accompagnement, donc des pôles de compétitivité en région, qui sont assez nombreux et très forts, très intéressants, qui sont là pour animer l'écosystème, faire émerger chez vous des projets d'innovation, faire émerger des projets collaboratifs d'innovation aussi, ce qui est important d'ailleurs pour minimiser le risque quand on est plusieurs sur un gros projet. Vous avez des pôles d'excellence, BPI qui va parler tout à l'heure, HDFID qui sont là pour aider au financement des actions, et puis des collectivités aussi qu'il ne faut pas oublier, qui sont aussi là pour animer ça. Donc le message derrière ça, c'est vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué, mais en fait, n'importe quelle porte d'entrée ici, en particulier les collectivités, sont là pour vous aiguiller vers les bonnes structures. Voilà, alors comment travailler avec un laboratoire? Comment je fais pour travailler avec un centre technique ou alors avec un CEA? Eh ben, là, je vous ai fait un graphe très simple. Vous avez en bas la maturité technologique en fin de projet, c'est-à-dire ce que j'attends à la fin de mon projet d'innovation. Et puis en haut, vous avez l'investissement. J'ai essayé de faire une espèce de mapping un peu général. Donc la première phase, en fait, ça va être, si c'est nécessaire, définir avec vous votre roadmap. Quelles sont les grandes thématiques d'innovation que vous voulez cibler? On peut les définir ensemble. Quels sont après les dérivés opérationnels de ces grandes thématiques d'innovation? Il existe, ce que je vous dis, de façon un peu directe, la plupart du temps, nous, on travaille avec des industriels qui savent déjà exactement de quoi ils ont besoin aussi. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là. Deux, en fait, en termes de maturité technologique, vous pouvez tester une technologie avec une start-up. Donc ça, vous partez d'une innovation déjà disponible sur le marché, ou adapter une techno existante sur mon marché, c'est-à-dire demander à un bureau d'études d'adapter une techno, ou alors un techno-provider robotique de venir déployer sur votre cas d'usage un robot, par exemple. Deuxième façon de faire, vous faites développer une déclinaison technologique pour votre marché. C'est-à-dire que vous trouvez au CEA ou dans un centre technique une innovation qui est intéressante, qui a été faite dans un marché qui est différent du vôtre, dans un domaine qui est différent du vôtre, et vous voulez en fait le décliner sur votre domaine à vous, avec ses propres contraintes opérationnelles. Là, on va monter un contrat de collaboration ensemble et on va décliner pour vous cette phase, ce développement technique. Souvent, on va être sur des temps de développement qui vont durer entre 6 mois et 1 an et demi. Et là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous ai mis investissement / exclusivité, c'est-à-dire que dans ces cas-là, nous, avec nos partenaires, on va donner l'exclusivité de la jouissance de cette propriété dans son domaine et son produit particulier. Vous pouvez aussi co-développer une technologie avec un industriel, c'est-à-dire que vous allez mettre des efforts propres de votre structure sur la phase de R&D avec le laboratoire, et là, on rentre dans des modalités qui sont de l'ordre du laboratoire commun, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans ces modalités-là, on va partager la propriété intellectuelle. Et si vous cherchez en fait à faire de la R&D vraiment amont, il y a plein de façons de le faire avec des laboratoires. Vous pouvez participer à des appels à projets collaboratifs où là pour le coup tout est financé, où une grosse partie va être financée par des structures institutionnelles, ANR, l'Europe, où vous pouvez accueillir aussi un doctorant dans votre entreprise qui sera co-animé par un laboratoire. Voilà. Alors quelques exemples de projets d'innovation qui ont été réalisés par mes collègues du CE1, pas forcément en région. Je vais raconter quelques histoires qui sont intéressantes. La première, c'est l'histoire de RIB, qui est une PME qui fabrique des tuyaux d'arrivée d'eau et de gaz. Cette PME, elle est arrivée, c'est un peu l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui est challengée sur ses coûts, qui doit réduire ses coûts et qui finalement n'a plus trop de budget pour innover. Ils sont venus nous voir, surtout les équipes de mes collègues de Grenoble, et ils ont défini ensemble avec ces collègues-là en fait, une roadmap innovation en disant voilà, peut-être qu'en fait, ce serait intéressant de sortir de votre marché de l'aménagement de la fabrication de tuyaux, et on va regarder ensemble, grosso modo, quels sont les autres besoins potentiels de vos clients. Et il s'avère qu'en fait, le gros problème des gens qui font des réseaux d'eau et des réseaux de gaz, c'est l'excavation pour retrouver les tuyaux, quoi.
Donc, on est parti de ce besoin-là potentiel sur lequel en fait, on a validé le marché en demandant leur avis à des clients. Et puis, il s'avérait qu'au CEA, il y avait de belles compétences sur la transmission d'informations en radiofréquence à travers les sols. Et puis aussi de belles compétences sur le design de tags RFID. Donc, ce qui a été en fait défini comme projet concret d'innovation, ça a été finalement des tags RFID qu'on peut mettre sur les tuyaux pour déterminer la position des tuyaux dans les sols avec un système de scan sans avoir excavé. D'accord ? Donc cette entreprise, elle est repartie en croissance grâce à ça, en créant un nouveau marché finalement. Aujourd'hui, elle vend des tuyaux sur lesquels il y a directement les tags RFID. Elle vend les tags tout seul à ses concurrents. Et elle a créé son propre marché. Deuxième exemple, c'est un exemple d'accompagnement pour un équipementier automobile. L'objectif, en fait, c'était de trouver de nouveaux concepts intégrant des technos innovantes et répondant à de nouveaux usages. Donc, ce qui a été fait en fait avec cette entreprise-là, c'est qu'on a fait un certain nombre de sessions de créativité thématisées sur des grands axes d'innovation. Et les différents concepts qui sont sortis de ces workshops, on les a tout simplement disposés sur un graphe où on met en fait en perspective l'apport nouveauté avec l'innovation technologique. Ça nous permet en fait de définir les innovations qui vont être de l'ordre de la rupture, les innovations qui vont être de l'ordre de l'amélioration ou de l'opportunité simple. Et sur cette base-là, à partir de cette grille de lecture-là, on a choisi avec le partenaire un certain nombre de concepts sur lesquels on voulait creuser et lancer des projets de R&D. Donc les résultats, c'est de technologies intégrées dans un concept car sur lequel aujourd'hui vous pourrez regarder sur le lien, il y a plus d'informations. Un autre besoin, en fait, pour finir, c'est une start-up qui est partenaire du CEA. L'objectif, en fait, c'était créer un pré-produit qui embarque une technologie. Donc là, on est dans le domaine du prototypage. Cette start-up, elle avait besoin de prototyper rapidement pour convaincre ses clients potentiels. Donc, ce qui a été fait, et là, je vais encore parler du centre d'innovation ouverte dont je parlais tout à l'heure. Ce centre d'innovation ouverte, c'est à la fois une porte ouverte vers l'ensemble des laboratoires du CEA, c'est-à-dire le grand spectre technologique du CEA, électronique, matériaux, informatique, mais aussi et surtout, c'est des designers dont c'est le métier que d'accompagner des projets d'innovation, et puis un plateau qui permet de faire du prototypage. Donc, ce qui a été fait avec cette entreprise très rapidement, ça a été la définition d'un concept et la réalisation des prototypes qui permettent de tester l'usage. Donc là, pour le coup, c'est les bracelets que vous voyez ici qui intègrent des cartes électroniques sur lesquelles il y a des algorithmes qui détectent automatiquement le type de mouvement réalisé par les sportifs dans une salle de sport. Et puis, dernier projet, là, c'est un exemple un peu actuel, c'est un exemple d'un masque pour la sécurité biologique anti-Covid. Et là, c'est un exemple d'action coup de poing qui a été faite pendant la crise sanitaire, pendant le confinement. Donc, c'est une équipe de 40 personnes qui a été montée très vite dans justement ce laboratoire d'innovation ouverte de Grenoble, du CEA, qui a mêlé en fait des équipes CEA de design, d'impression 3D, de réalisation de prototypes, Michelin pour l'injection plastique, HP pour l'industrialisation en impression 3D, Ouvry, un intégrateur, le CHU de Grenoble pour les tests. Et cette task force, elle a été située dans une salle de réunion dans ce centre d'innovation ouverte, et ils ont sorti en 40 jours des prototypes fonctionnels et en fait finalement un produit pré-industriel. D'accord ? Donc on peut aller aussi très vite sur des démarches coup de poing de ce type-là quand les technos sont disponibles et qu'on a les bons acteurs. Voilà, et pour finir, un exemple d'accompagnement qu'on a fait en région sur un acteur du domaine textile, où en fait on a défini avec cet acteur-là ses axes potentiels de différenciation, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de faire du textile anti-pluie, est-ce que j'ai besoin de faire du textile chauffant, etc. Ensuite, on est parti sur une campagne d'entretien pour valider le marché. Ensuite, on a sélectionné les axes de différenciation en fonction de leur capacité de réalisation technique, mais aussi en fonction de l'appétence marché. Et puis ensuite, on a fait des workshops avec des experts CEA pour justement trouver des concepts ensemble qui avaient une crédibilité technique. On a ensuite fait un sketchbook, c'est-à-dire un prototype de catalogue qu'on a soumis à des clients potentiels pour valider. Et derrière, en fait, on a sorti effectivement un certain nombre de projets d'innovation très clairs pour cette entreprise-là, qui étaient chiffrés en termes d'euros et puis de temps. Voilà, donc pour finir, un petit récapitulatif, on va remonter un petit peu. Donc, si vous voulez innover, faites-vous accompagner sur la démarche d'innovation, faites-vous valider bien l'appétence marché, levez le risque technique petit à petit en allant très vite vers des prototypes,
Et lever le risque financier, rapprochez-vous des structures qui sont capables de vous aider, surtout. On en parlera tout à l'heure. Et puis sur le workflow, vous avez un besoin, c'est ce que je vous ai dit, thématique d'innovation, projet prioritaire, faire des prototypes, et ensuite passer au développement. Petit récap sur nous, ce qu'on peut faire avec vous en Hauts-de-France. En Hauts-de-France, notre équipe de 15 personnes, elle est à votre disposition. Donc moi, je suis tout ouvert à discuter avec vous. On vous donne accès à l'ensemble de l'offre technologique du CEA, l'IA, les jumeaux numériques, la cybersécurité, l'industrie du futur, le contrôle en production, les réseaux de capteurs, les réseaux énergétiques, les matériaux innovants, le recyclage, je ne l'ai pas mis, mais c'est très fort. Et aujourd'hui, le CEA Tech en Hauts-de-France, c'est plus de 40 contrats avec des partenaires industriels régionaux, en grande majorité des PME. Donc même si vous êtes une PME et que c'est compliqué, on peut quand même faire de l'innovation. Voilà, merci pour votre attention. Merci Olivier du coup pour cette présentation. Du coup, ça permet de reposer les bases. Maintenant, on va enchaîner. Alors, juste pour préciser, mais on en reparlera peut-être après aussi. Le CEA Tech a un super showroom que j'ai eu la chance de visiter. Et pour le coup, voilà, s'il y a des personnes intéressées, ça fait partie des choses qu'on pourra mettre en place aussi tout au long du programme en se disant, voilà, il y a peut-être un intérêt à un moment donné à aller voir ce que ça donne en vrai, de faire une visite de showroom, de rencontrer les gens. Je pense que ce sera toujours possible de faire ça au minimum. Voilà. Je vais demander maintenant à Christophe Catelin de venir témoigner, puisqu'en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir du coup avoir des témoignages d'entreprises de différentes tailles et avec différents parcours. Donc voilà, on va commencer par le groupe Canopé avec Christophe Catelin. Je vous laisse prendre un micro. C'est bon, ça marche. Bonjour à tous. On va parler d'innovation un petit peu et d'expérience en toute modestie. Vous voyez, je suis venu avec mon papier à l'ancienne. Donc parfois, les choses anciennes sont des choses bonnes aussi. Alors, Christophe Catelin, je suis le président d'un petit groupe qui s'appelle Canopé, qui a deux sociétés, Catelin SAS qui est à Bavinkov et qui est actionnaire en partie d'une autre société qui s'appelle FT Coating, dont mon associé, M. Tabary, qui est là aujourd'hui. Ce que je vais vous exposer, c'est juste une expérience, donc en toute, bien sûr, modestie. Quand on commence à innover, plus on innove, plus on se dit qu'on est débutant. Donc il faut surtout beaucoup ne pas prendre forcément ce que je vais dire comme une règle unanime et qu'il faut appliquer partout, mais c'est plutôt une expérience du vécu et c'est un processus qui, en fait, est sans fin. Alors, Catelin SAS, c'est, on va dire, la société principale. On est à peu près 80 personnes. C'est une société historiquement, je vais aller très vite, qui fait la visserie-boulonnerie. Donc pour le milieu industriel, notamment tout ce qui est énergie, pétrole, gaz, nucléaire, etc., marine, armement. Donc domaine qui, métallurgie, qui est assez ancien, classique, et qui, vu de l'extérieur, pourrait paraître mort, voire mortel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je veux aller très vite. On s'est mis bien sûr sur l'innovation. D'abord, ce qu'il fallait faire, c'est du service et du sur-mesure. C'est une sorte d'innovation aussi dans notre domaine, puisqu'elle n'existait pas, ou très peu. Et puis récemment, il y a 2 ans, il y a eu quelqu'un chez nous a eu une idée. C'est grosso modo pourquoi ce serait bien de rendre une vis intelligente, et donc qui à distance, comme on fait des éléments de sécurité, pourrait dire ou informer qu'elle se dessert ou pas, ou qu'il y a une anomalie, ce qui éviterait d'un des risques industriels et humains important, et aussi au niveau de la maintenance préventive, voire prédictive. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais trop discuter aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on souhaite nous maintenant faire et comment dans une société assez classique dans la métallurgie, on peut aussi instaurer ou tenter d'instaurer de l'innovation. C'est certainement parfois beaucoup plus facile, même s'il y a d'autres difficultés dans une société récente ou start-up, puisque ça fait partie certainement déjà de l'ADN de la société récente. Quand c'est une vieille dame qui a été créée en 1904, les choses et les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Ce qui, pour moi, par contre, me paraît important, c'est qu'il faut décomplexer l'innovation et surtout bien distinguer que innover, ce n'est pas inventer. Je crois que c'est déjà le premier point. Tout à l'heure, ça a été dit. Innover, c'est rassembler des technologies, des savoir-faire ou des us qui existent déjà. Et en les combinant, on arrive en effet à une innovation majeure qui apporte une valeur ajoutée nouvelle.
L'innovation, vous en faites certainement déjà tous, sans le savoir, plus ou moins, que ce soit même dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée. Inventer, c'est vraiment, là on est vraiment beaucoup plus en amont, et c'est beaucoup plus rare, c'est quelque chose qui n'existait absolument pas au sens technologie ou au sens organisation. Tout à l'heure, vous l'avez très bien démontré, vous parliez de la vapeur, l'électricité et les différents grands cycles. Donc voilà, donc ici on parle bien d'innovation et non d'invention. Pour innover, moi ma partie c'était juste pour vous dire que innover et trouver un produit ou une nouvelle valeur ajoutée, c'est le résultat. En amont, pour pouvoir innover, il faut aussi mettre en place un peu le contexte et l'environnement. Et donc la partie management est très importante. On l'oublie souvent, on veut tout de suite arriver aux outils, on veut tout de suite arriver à la finalité ou tout de suite à l'organisation ou la matrice pour arriver à un résultat. Innover, il faut un contexte, c'est ça qui est le plus long peut-être et parfois le plus difficile, d'autant plus quand la structure est plutôt ancienne ou avec beaucoup de collaborateurs, qui permet de laisser un espace pour l'innovation. Quand je dis un espace, c'est à la fois un espace-temps et aussi un espace physique. Il y a 3 points importants. Tout à l'heure, c'était déjà bien plus ou moins suggéré. C'est en effet innover en mettant que des experts de ces métiers actuels, c'est déjà pas bon. C'est-à-dire qu'en effet, innover, il faut voir ce qui se fait à l'extérieur, d'autres applications, d'autres domaines. Donc il y a une obligation, entre guillemets, mais c'est même hyper intéressant, c'est pas une obligation, de transversalité, autant dans la société, dans votre société, que ce soit le technicien, l'ingénieur, le commercial, et je dirais même l'opérateur. Donc il y a un décloisonnement qui est nécessaire, et aussi vis-à-vis de l'extérieur. Cette transversalité, en fait, pour innover, il faut tout sauf mettre des experts de votre société. Parce que si vous mettez que des personnes qui travaillent sur vos produits depuis 15 ou 20 ans, sauf bien sûr tempérament hyper curieux, vous aurez beaucoup de mal à trouver de nouvelles choses. Et ce n'est pas du tout vis-à-vis des personnes, c'est-à-dire qu'on va rester dans un précaré, et donc il faut surtout mélanger bien sûr les experts et les expériences. Il faut à la fois, même en interne, je le rappelle bien, et je vous le conseille, décloisonner et innover, ce n'est pas forcément technique ou que commercial ou que financier ou que production. C'est aussi innover dans cet espace temps et physique. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'il faut aussi déhiérarchiser, je ne pense pas que ça existe. C'est-à-dire dans le groupe de travail que vous allez faire ou mener ou instaurer, il n'y a pas d'encadrement, de chef, de direction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un espace libre où le partage d'idées, de curiosité et parfois même de questions bêtes, parce qu'on innove en étant bête, je pense aussi, permet de créer ou de trouver des voies originales. C'est l'originalité qui fait l'innovation. Copier un concurrent, c'est déjà trop tard, puisqu'il aura déjà de l'avance sur vous, tant au niveau technologique qu'au niveau prix ou marché. Donc il faut faire quelque chose, tout à l'heure ça a été très bien dit, qui n'existe pas. C'est quand innover, il y a 2 modes d'entrée, tout du moins, attention, c'est bien à mon niveau et avec mes équipes. C'est soit en effet on a une super idée, tout de suite. Et là, au niveau management, organisation, il faut se dire on fait comment dans ce cas-là pour la concrétiser. C'était aussi développé techniquement, mais là je parle vraiment plus au niveau management et humain. Ou ce qui est souvent le cas, on n'a pas d'idée, mais comment on fait pour en trouver une? Donc ça, ce sont pour moi 2 portes d'entrée qui sont donc qui demandent 2 organisations différentes. Quand vous avez une idée, je dirais, ça a été expliqué, le chemin peut être tracé, vous pouvez l'organiser. Quand vous n'avez pas d'idée et que vous avez un besoin de croissance de marché ou de nouveauté, c'est plus difficile. Dans toute société, on est bien sûr tous plongés dans l'opérationnel, dans le résultat, dans le temps, dans les budgets annuels, etc. Et laisser du temps à l'innovation, au début, c'est du temps qui n'est pas rentable. C'est du temps où vous allez regrouper des salariés ou des services en réunionnite, ce qu'on aime bien dire. Et parfois, ça peut être aussi mal jugé ou mal interprété. Donc, il faut, sur ce point, il faut vraiment décomplexer et accepter hélas, de ces espaces, de cet espace-temps, de laisser ce temps qui ne sera pas forcément rémunérateur au début,
sans bien sûr tomber dans des excès où toute l'organisation bascule dans la réflexion et la réunionnite journalière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde veut innover. Enfin, je ne connais pas des gens qui ne veulent pas innover, mais ce n'est pas un choix d'une direction. Ce n'est pas parce qu'on se dit, tiens, il faut innover qu'on va innover. Il faut surtout, avant tout, expliquer pourquoi l'enjeu, tout à l'heure ça a été dit, et que si on n'innove pas, en effet, la boucle vertueuse risque de se briser. L'innovation peut être perturbante pour un encadrement intermédiaire, puisque elle demande, comme je disais tout à l'heure, de mélanger des expériences et des compétences en faisant abstraction de la hiérarchie. Et parfois, l'innovation, si elle est mal expliquée, elle peut être prise par l'encadrement comme un manque de compétences. Et ça, c'est quelque chose, il faut faire attention. Un professionnel, un encadrement, direction extrêmement compétent, si vous lui dites qu'il faut innover, là, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose. Si c'est dit dans ce sens-là, quelque part, ça va être pris comme une attaque ou une remise en cause de ce qui était fait, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut vraiment, il faut bien, et je réexplique et je réinsiste, l'innovation ne peut pas se faire seule. Ça ne peut pas être le choix, même si c'est une direction extrêmement compétente, même si c'est un service extrêmement compétent, puisque si elle est freinée en amont ou en aval dans les processus internes ou par une hiérarchie qui veut garder l'autorité et la maîtrise du suivi de la construction, ça ne marchera pas. Donc l'innovation, il y a beaucoup d'humains dans l'innovation, personnellement, il y a beaucoup de psychologie à mettre en place avant de se lancer. Je parle bien pour notre cas de figure, je parle bien d'une société industrielle dans la métallurgie qui n'est pas toute récente, alors que nous avons une moyenne d'âge de 37 ans, ce qui est assez faible. Encore je serai rapide. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de notion de hiérarchie, diplôme, ancienneté ou d'âge. Il faut aussi parfois arrêter la culture du secret. C'est-à-dire que quand on veut faire de l'innovation, il faut être transparent sur beaucoup de choses, autant la rentabilité, les résultats de la société, pourquoi elle le fait, combien elle est prête à perdre ou investir ou ne pas récupérer tout de suite le temps. Et puis surtout, oui, se faire aider par l'extérieur et ne pas mettre que des experts de vos métiers. Si vous mettez des experts de vos métiers, vous n'innoverez pas, sauf coup de bol ou coup de chance, ou si vous avez eu une idée tout de suite extraordinaire. Je terminerai. Donc, l'innovation, innover, c'est une fin en soi, c'est le fond. Pour innover, il faut mettre la forme, et donc elle est à la fois et le côté humain, le côté management et organisation est extrêmement important. Entre eux, après, être trop rigide et trop laxiste à laisser faire, c'est sûr que c'est jamais évident. Et je pense que c'est au cas par cas et ça dépend des sociétés. Et chaque société a son histoire et son expérience. Il est certain qu'il faut quand même essayer de timer un peu les évolutions où on en est. Il faut quand même un pilote, un chef d'orchestre qui manage un peu ses groupes de travail ou ses avancées. Mais souvent, alors chez nous, on essaie d'innover maintenant par des nouvelles pièces et d'autres choses. Et le plus dur, c'est de laisser ça à la direction. Et je pense que dans l'innovation, à un moment, il faut dire, écoute, ce ne sera pas toi, directeur, ce sera un de tes gars de ton service qui a ce potentiel, qui a fait le tour un peu de son travail chez toi et qui s'ennuie, et qui a certainement cette appétence. Donc voilà, c'est aussi un très beau moyen d'évolution de carrière, de promotion interne dans les sociétés ou de recrutement. Ça peut faire apparaître aussi des compétences cachées ou pas encore ouvertes. Et parfois, c'est vecteur de très, très, très belles surprises. Je vous remercie. Je n'ai pas été trop long. Je reprends mon petit papier. Ok, merci. Juste, vous pouvez rester juste une minute. On a une question du coup qui est arrivée sur Facebook. Et puis juste pour rappeler aussi qu'effectivement, ce point compétence, en fait, on l'évoquera dans un prochain atelier qui est début 2021. Donc justement, parce que c'est important de parler des collaborateurs, des compétences nécessaires et de la culture à mettre en place. Donc on reviendra dessus lors d'un point plus spécifique.
On a eu une question sur Facebook, en fait. Donc, comment faites-vous pour donner du temps pour l'innovation à vos collaborateurs? Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, je veux leur en donner. Il n'y a pas de souci. On en donne, hein, je vous rassure. Il faut convaincre les responsables de service qu'on va leur piquer un salarié quelques heures par semaine avec d'autres responsables de service pour faire ce groupe de travail et de réflexion ou de continuer déjà une innovation qui est en cours ou qui a été... Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas que les salariés, je pense que la plupart, tout le monde veut innover. Il faut, et là, je suis un peu plus directif, exiger de votre encadrement qu'il laisse du temps, un temps bien sûr mesuré, pour cet espace créatif ou qui va amener quelque chose, ou sur une innovation qu'on n'avance pas assez vite. Donc là, il faut... Après, je pense que ça rentre dans la culture et ça se fait naturellement. Le plus dur, c'était les débuts. Ce sont les débuts qui sont très difficiles puisque c'est un changement. On sort la tête du guidon. Et oui, non, mais il va aller en réunion 3 heures, ça sert à rien. Bah si, parce qu'ils sont en train de travailler sur un projet super sympa qui sortira en effet peut-être dans 2 ans. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, peut-être? J'ai pas peur des questions, je reste. Non. Non. Est-ce que tu as un rythme, est-ce que tu t'es donné un rythme d'innovation par année? Alors, est-ce que, je vais peut-être répéter la question pour que tout le monde entende. Est-ce que vous vous êtes donné un rythme d'innovation? Est-ce que voilà, il y a tous les 2 ans, tous les... On a bâti il y a récemment, depuis 1 an et demi, avec toute notre direction, une vision 2027, avec des objectifs où on souhaite, alors bien sûr il peut y avoir des événements, mais où on souhaite être en 2027, une vision, une envie. On l'a décliné dans cette vision qui parle autant de chiffre d'affaires, de services, de prestations, d'organisation. On l'a décliné de manière beaucoup plus pointueuse sur les 3 prochaines années. Dans ces 3 prochaines années, on sait que nos marchés actuels, sauf re-Covid ou nouveau Covid, on sait ceux qui sont en croissance, on sait ceux qui ne le seront pas ou plus. Donc on s'est mis aussi un objectif clair de développement sur de l'innovation ou de nouveaux marchés chiffrés. On a une partie, on a déjà des idées qui sont déjà bien avancées, voire en application chez certains industriels et clients, on voyait des étapes. Et d'autres, en fait, on se dit, ben non, on n'a pas d'idée, mais on aimerait en trouver. Donc il est chiffré au niveau budgétaire, même au niveau résultat et au niveau temps et investissement. Donc oui, on l'a articulé. Par contre, entre la vision écrite sur le papier, partagée vraiment et construite avec tous, qui est un super travail, et dire, bon, vas-y, on commence demain, c'est un peu plus difficile, mais c'est clairement posé. Et c'est un de nos axes de réflexion et de comportement au travail de toutes les semaines, de ce qu'on essaie en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Raphaël Malvezin, du coup, de TME Glace Pro, qui viendra donner aussi du coup, son témoignage sur son expérience dans des grands groupes industriels, mais aussi de sa PME aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour à tous. Je vais d'abord rapidement vous présenter TME. Alors TME, le métier historique de TME, TME travaille en verrerie et plus particulièrement en verre creux, en verrerie de fabrication de bouteilles, flacons de parfum, flacons de pharmacie. TME conçoit et commercialise ce qui s'appelle du matériel variable. Donc c'est le matériel qui est intermédiaire en fait entre les mécanismes de la machine et la moulerie. C'est de l'outillage. Et TME existe depuis 40 ans et fait ce métier-là depuis 40 ans. Donc l'ADN de TME, avant qu'on ne la reprenne il y a 4 ans, c'était déjà l'innovation. C'est-à-dire que TME a toujours innové sur ce matériel. Il faut savoir que ce type de matériel existe dans l'industrie depuis 90 ans, depuis que ce type de le type de machine sur laquelle on l'installe existe. Et TME a toujours été consulté sur du mouton à 5 pattes et a toujours travaillé avec ses clients pour améliorer leur performance, soit de qualité, soit de rendement de production, etc. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN de TME.
Et nous, donc depuis 4 ans, on a cherché à aller au-delà de ce matériel, à élargir la gamme, c'est-à-dire à travailler globalement sur l'aide au process de nos clients, pas se limiter au matériel variable, mais aussi travailler sur des machines de formage ou des systèmes qui aident au formage, ainsi que sur tout ce qui est élément de contact verre. Contact verre, bon, le verre lors du formage est chaud, il subit beaucoup de contraintes dues à son formage, et donc les matériaux, les technologies de contact, c'est quelque chose d'assez crucial dans le domaine. Voilà, pour TME, je voulais d'abord, dans mon témoignage, faire un petit retour sur mes expériences avant d'arriver chez TME. Avant, j'ai travaillé chez Arc International, dont il y a des représentants ici. Chez Arc, l'innovation a toujours été quelque chose de très très fort. Même les dernières années, malgré les difficultés, c'est quelque chose qui se poursuit et qui continue. La R&D a toujours été quelque chose de central. Et d'ailleurs, Arc est une des rares entreprises qui maîtrise non seulement la fabrication de ses produits, mais la fabrication des machines, la fabrication de son outillage, enfin, à peu près toute la chaîne, pour être en mesure d'innover. Et moi, quand je suis sorti d'école et que j'ai démarré jeune en production, j'ai eu la chance de pouvoir bosser avec donc des gens de la R&D sur des choses très innovantes, à la fois sur le graissage automatique des moules, où on changeait de technologie, on changeait de gaz, sur le formage, des technologies de formage de gouttes, de délivrance de gouttes, où là, il y avait vraiment des sauts technologiques par rapport à ce que l'industrie connaissait depuis toujours. Et moi, ce que j'en retiens de mon expérience chez Arc, que j'ai entendu souvent, c'est un leitmotiv qu'on entendait souvent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur le fait de mettre en jeu des prototypes très rapidement. Bah, c'est quelque chose qui se faisait tout de suite. Enfin, à Arc, plutôt que passer beaucoup de temps à réfléchir, à élaborer une solution, très vite, on mettait un premier jet en machine et on validait ou pas les solutions. Et aussi, une deuxième chose que j'ai entendu souvent qui m'a marqué, c'est il faut être plus intelligent que les autres. C'est-à-dire que souvent, si on est sur des solutions où on est confronté à des concurrents qui sont, ça revient à ce qu'on disait, avec du low cost, plutôt que faire des compromis sur la qualité pour passer en prix, etc. L'idée, c'était comment est-ce qu'on peut être plus intelligent que les autres, comment on peut trouver des solutions que les autres n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment les 2 points qui m'ont marqué de mon passage chez Arc, c'est ne pas avoir peur d'essayer et essayer d'être plus intelligent que les autres. Ensuite, j'ai eu une deuxième expérience chez Saint-Gobain-des-Jonquières, qui est une autre verrerie qui fait des flacons de parfum. Alors, chez Saint-Gobain-des-Jonquières, on avait moins d'évolution process, puisqu'en fait, dans cette usine-là, ils achètent, enfin, comme dans toutes les usines de fabrication de bouteilles et de flacons, ils achètent des machines standards sur le marché, qui d'ailleurs, entre guillemets, sont en retard par rapport aux machines que j'ai connues à Arc sur certaines évolutions, justement parce qu'ils achètent des machines marché. Et il y a pas mal de technologies qui avaient été mises au point d'automatisation chez Arc que je n'ai pas retrouvé sur ces machines du marché. En revanche, chez SGD, on travaillait sur beaucoup d'innovations. On était tiré par les besoins clients. En fait, les clients de flacons de parfum sont des designers. Ils ont des idées un peu folles. Ils nous poussaient dans des retranchements assez fous sur des formes, des choses impossibles. Et ça nous a amené à concevoir des systèmes, à améliorer nos machines pour sortir leurs produits. Donc ça aussi, c'était très, très intéressant. Après, ce que je voulais dire en général, que ce soit chez Arc ou chez SGD, c'est que, et ça revient un peu à ce que tu disais, Christophe, sur le fait de quitter le focus, c'est qu'en général, enfin moi je parle pour moi, les meilleures idées venaient lorsqu'on quittait notre quotidien de prod et qu'on partait une journée en voyage, que ce soit chez un fournisseur, chez un client, etc. C'était pas forcément ce qu'on voyait chez lui qui nous donnait les idées, mais c'était déjà le fait d'être en voiture à 4, de discuter, ou à 3, enfin bref, le nombre, de discuter entre nous, d'avoir vu une chose qui nous faisait penser par analogie à autre chose. Et à chaque fois qu'on sortait un peu de notre quotidien, là réellement on faisait un bond. Ce que j'en retiens des 2 expériences chez Arc et chez SGD, c'est que généralement les innovations étaient tirées soit par des besoins clients, c'était vrai aussi chez Arc sur des formes spécifiques, etc., où ça nous amenait à concevoir des systèmes complètement différents,
soit c'était des besoins d'optimisation, d'amélioration de production pour faire un saut sur notre façon de fonctionner, et soit encore une fois sur l'analogie avec d'autres systèmes, d'autres industries, en regardant ce qui se faisait ailleurs, dans des choses qui n'avaient rien à voir avec le verre, ou ça peut même être des choses du quotidien et qui pouvaient nous faire progresser. Ce qui était commun aussi dans les grands groupes, c'était la notion que vous avez évoquée, de management de l'innovation, avec un recueil des idées, un classement aussi des innovations prioritaires, un suivi régulier, et puis des étapes de validation. Donc j'en viens enfin chez TME. Donc chez TME, je passe de groupes qui avaient des gros moyens à TME, où on est une PME, hein, enfin TPE même, je ne l'ai pas dit, on est 6 dans l'équipe actuellement. Et dans TME, il y a 4 ans qu'on est arrivé, principalement, l'innovation était basée sur des besoins clients, enfin, ou sur des discussions avec des clients. C'était tiré par les clients. Donc, on faisait des développements à la demande des clients. Et puis, lorsqu'il y avait un peu plus d'accalmie, on développait des idées propres. C'était comme ça que ça marchait. Par contre, même pour les idées propres, je retiens ce qui a été dit aussi. Chez TME, il y avait toujours un client. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, plutôt que faire des innovations dans le vide, avoir toujours quelqu'un qui était intéressé, qui était prêt à tester pour nous. Et d'ailleurs, nous, comment on fonctionne avec ces clients-là, c'est que la contrepartie, on leur donne toujours des conditions particulières. On considère que les gens qui sont prêts à essayer nos technologies, mais il faut les encourager à nous aider dans les années futures sur d'autres innovations. Nous, par contre, ce qu'on a mis en place quand on est arrivé, c'est le management de l'innovation. Parce que, bon, c'était tiré par les besoins clients, mais on n'avait pas une liste précise d'idées d'innovation. Donc aujourd'hui, c'est ce qui existe. On a ce management-là avec notre listing d'innovation. Et on classe ces idées selon effort, rentabilité, pour l'entreprise ou marché, on peut l'appeler comme ça autrement, et plaisir. Ça, c'était une notion que moi, je ne connaissais pas, mais que dans mon équipe, Christophe, qui travaille avec moi, a ajouté et qui est, je pense, très importante. Enfin, en tout cas, pour nous, elle est très importante. On avancera beaucoup plus vite sur des choses qu'on aime faire que sur des choses, oui, c'est rentable, oui, il n'y a peut-être pas forcément d'effort, mais on va traîner. Donc, la notion de plaisir intervient dans les critères de classement. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a entendu là, c'est qu'on fait des réunions régulières. Tout le monde participe à la réunion, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'expertise ou de bureau d'études, etc. Donc, il y a notre assistante qui est là, qui participe également à la réunion, quelle que soit l'activité dans l'entreprise. Et bon, donc, c'était un peu ma question. Nous, on s'est donné comme principe de sortir 3 innovations par an. Alors, je posais la question parce que je pense que c'est à double tranchant. Je pense que nous, vis-à-vis de notre marché, c'est bien de montrer qu'on est toujours innovant. Après, innover pour innover, bon, voilà, c'est un peu les limites de cet exercice-là. C'est sûr que chez TME, on a moins de moyens financiers, beaucoup moins de moyens financiers que ce que j'ai connu par ailleurs dans les grands groupes. Par contre, on a beaucoup plus de réactivité. Quand on veut essayer quelque chose, il n'y a pas tout un process long, beaucoup de personnes à convaincre. C'est un cercle beaucoup plus rapide. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour une TPE, enfin dans notre cas, c'est beaucoup plus facile d'échanger, d'organiser des rencontres. En fait, on peut très rapidement parler avec d'autres entreprises de notre taille, échanger des idées, sans entrer dans des processus qui sont beaucoup plus lourds dans des grosses boîtes où il y a des confidentialités, etc. etc. Après, je vais répéter ce que j'ai entendu par ailleurs, mais notre expérience, c'est qu'il ne faut pas se limiter à notre secteur d'activité initial. Nous, notre secteur d'activité initiale, c'est l'outillage, c'est le matériel variable. Or, par le biais de rencontres et d'échanges, on a trouvé une technologie qui est plus liée aux matériaux de contact, qu'on vient de breveter, qui s'appelle l'Hyperion. Et ça, c'est quelque chose, si on s'était focalisé que sur ce qu'on vend aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas sorti. Mais en fait, globalement, nos clients, ils nous attendent sur une aide générale au process et non pas forcément que sur notre métier historique. C'est un peu ce que j'ai entendu sur les tuyaux, en fait. Hein. Les tuyaux avec les capteurs RFID, c'est la même démarche.
C'est aussi quand on vend des produits, pas se limiter au produit lui-même, à l'amélioration du produit lui-même, mais c'est à tous ces cycles, les différentes interactions du produit, sa maintenance, est-ce qu'on peut aider à sa maintenance, à la traçabilité de la vie du produit, à ses phases de recyclage. Et encore une fois, c'est s'ouvrir aux autres technologies, et même des technologies du quotidien, en fait, sur des choses beaucoup plus matures. Après, moi, si j'ai une difficulté à remonter, là où, à mon avis, on n'est pas très bon, c'est sur la communication au client. C'est-à-dire, on sait communiquer, on sait dire, oui, on a inventé tel système, oui, ça apporte telle chose, mais très souvent, les clients, en tout cas industriels, ils attendent des ROI. Et ça, c'est quelque chose, nous, en tant que fournisseurs, qu'on ne possède pas. On n'a pas forcément les informations, et c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Enfin, voilà, ça, c'est une autre difficulté face à l'innovation. C'est quelque chose sur lequel on ne sait pas très bien répondre. On sait pas bien répondre. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle pour Raphaël. Non, ça a été clair. Bon, en tout cas, on retient qu'effectivement, le rôle des clients, il est important, que ce soit pour pousser à aller plus loin ou pour collaborer sur des projets aussi, et voilà, se servir de leur force parfois pour avancer. La question de la rentabilité, de la valorisation de l'innovation aussi, ça fait partie des sujets qu'on abordera au fil du cycle, parce que voilà, on sait que c'est pas toujours simple de valoriser quelque chose au départ, parce qu'il faut pouvoir la tester, il faut avoir des chiffres, et pour pouvoir la vendre ensuite, c'est toujours intéressant d'avoir ces données-là. Et voilà. Donc on reviendra dessus dans les prochains ateliers, en tout cas. Voilà. Merci. On va basculer du coup sur Teams, puisqu'en fait on a Régis Lemoine de BPI France qui va intervenir donc brièvement sur les aides et l'accompagnement que peut fournir BPI. Ok, super. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parfait, merci. Super. Alors, je suis ravi d'être là. Désolé, je suis présent en digital. Mais en tout cas, la technique permet de faire pas mal de choses maintenant, et tant mieux. Ce que je vous propose sans plus attendre, puisque le timing est assez bien calé, c'est de vous partager tout de suite un support pour illustrer un peu le propos. Donc, je vais le mettre en partage, et juste si vous pouvez me confirmer que tout s'affiche bien de votre côté. C'est parfait. En plein écran, ce sera plus facile. Alors, donc l'idée, c'était de balayer un peu les différents dispositifs qui existent et qui peuvent soutenir un projet d'innovation qui est porté soit par une start-up, par une PME, et même pourquoi pas par une ETI, puisque on agit dans un cadre réglementaire qui est un peu contraint, mais qui permet en tout cas d'intervenir assez largement jusqu'aux entreprises qui comportent au global moins de 2000 salariés, voilà, ce qui donne quand même un champ d'action assez large. Alors déjà, pour vous illustrer aussi qui sont les interlocuteurs en région, puisqu'on est présent sur toute la région, à la fois sur le versant sud de notre région, sur Amiens-Compiègne, et en tout cas, on est également présent à Lille, et je pense que c'est ce qui va plus vous concerner. Donc sur Lille, on a une équipe de 5 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des projets innovants. Donc ils sont répartis par thématique métier, donc vous voyez leur nom, prénom. Mais voilà, ça permet de gagner en expertise aussi et en efficacité dans les liens qu'on peut avoir avec l'écosystème dont vous faites partie. L'idée, c'est de rationaliser et centraliser les projets par thématique. Donc 5 personnes basées à Lille qui rayonnent sur tout le territoire. Donc on se déplace et on accompagne tous les projets où qu'ils soient en région. Donc juste avant de revenir vraiment sur le détail de ce qu'on peut faire et de comment on peut vous accompagner, rappelez quand même qu'on est, on a déployé un partenariat très fort avec la région Hauts-de-France, qui est un acteur important de l'accompagnement et du financement des projets d'innovation. Donc c'est un partenariat qui est historique, qui permet d'une part d'avoir plus de moyens et d'autre part d'avoir des complémentarités de nos solutions qui sont déployées en commun, mais également la région fait des choses en direct. Donc ça va pas être le sens de mon propos d'aujourd'hui, mais en tout cas on a beaucoup de choses qui se font de manière commune avec la région. Et pour illustrer tout ça, en 2019, juste vous dire qu'on a pu accompagner sur l'ensemble de la région un peu plus de 300 projets qui ont mobilisé 67 millions d'euros de financement au total. Et dans ces 67 millions d'euros, il y a 15 millions d'euros qui proviennent de ressources régionales. Donc c'est vraiment un poids qui compte.
Alors, l'innovation, on l'entend sous plein de formes différentes. Il y a ce qu'on appelle le degré d'innovation, alors une innovation plus ou moins importante sur le plan technologique. On parle d'innovation incrémentale pour la phase la moins importante sur le plan technologique, et on va jusqu'à la deep tech, donc l'innovation de rupture, mais j'y reviendrai. Et enfin, le type d'innovation, on accompagne tout type de projet. Ce qu'on regarde surtout, c'est le potentiel de création de valeur du projet, création de valeur sur son marché existant ou sur un nouveau marché, également potentiel de création d'emplois. C'est des leviers effectivement qui comptent. Voilà, très rapidement, on a quelques règles d'or que je vais baliser. Donc, on s'adapte bien sûr aux tendances des secteurs en région. Et donc, concrètement, un projet qui serait déposé à Lille ou à Perpignan ne sera pas forcément accompagné de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on regarde aussi ce qui se fait. On a des dynamiques assez fortes en région, notamment sur tout ce qui est numérique et santé. Donc, on va dire que voilà, il y a peut-être un degré d'exigence un peu plus fort du fait de ces dynamiques. Mais on s'adapte en tout cas aux enjeux de la région. On a des principes d'accompagnement sur le financement, c'est-à-dire à chaque fois qu'on intervient chez BPI France, on a pour vocation de partager les risques avec les dirigeants d'entreprise, mais aussi d'avoir un effet d'incitativité, un effet de levier auprès des partenaires. Donc ça peut être le dirigeant en tant que tel, les actionnaires s'il y en a d'autres qui sont présents, les partenaires financeurs. Il y a beaucoup de types de financement qui sont possibles de mobiliser, soit auprès des banques, donc là on parle plus de financement classique. C'est pas forcément les plus simples lorsqu'on porte un projet d'innovation, surtout quand on est une start-up qui débute, mais il y a des réseaux d'accompagnement type prêt d'honneur, je pense à Odéfi, au réseau Entreprendre, enfin il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer. Ça peut être un levier également qui est intéressant. Voilà, mais en tout cas, à chaque fois, quand on intervient, on souhaite qu'il y ait un effet de levier qui soit généré auprès des partenaires. Alors, comme je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, il y a un contexte réglementaire qui vient encadrer nos actions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, on essaie de le rendre simple, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en innovation. On s'appuie sur le régime de règlement des aides, enfin le régime RDI. Voilà, on peut faire pas mal de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et globalement, le process, on essaie d'être fluide et réactif. Vous voyez, 300 projets gérés par 7 personnes, ça suppose en tout cas une réactivité assez importante. Et puis, les dirigeants, d'une manière générale, ont besoin de réactivité quand ils nous sollicitent. Donc, on essaie de le faire et de mettre en visibilité aussi le parcours qui est le nôtre. Donc, tout simplement, le mieux, c'est d'échanger directement avec nos chargés d'affaires qui vont déjà précalibrer et préqualifier un peu ce qui pourrait être notre intervention. On a besoin d'éléments financiers, on a besoin de comprendre votre modèle et les enjeux du programme d'innovation que vous portez, puisqu'on est bien là, on doit respecter un principe d'incitativité de l'aide. Et il faut que il y ait un enjeu et des verrous techno potentiels qu'on va vous aider à lever par notre intervention. Donc l'instruction du dossier se fait de manière simple, on collecte des éléments, on l'instruit de notre côté et si on peut aller au bout, on passe à la phase de décision et ensuite de contractualisation de l'aide. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder sur ce process, mais donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? On va en gros avoir différents types de façons de vous aider. On peut vous aider sur le programme de R&D en tant que tel. Et là, c'est la première bulle qu'on voit tout en haut, développer un produit innovant. Donc, selon la maturité du projet, selon la maturité de l'entreprise, on va avoir différents outils, et je vais revenir ensuite. Mais ça, on va vraiment aider un projet de R&D. La deuxième bulle, accélérer votre croissance. Là, on va plutôt proposer une offre dédiée majoritairement aux startups qui ont des phases de vie spécifiques. Je pense notamment à la phase de levée de fonds, qui est une phase importante. Et donc là, on a des solutions en amont ou en aval de cette levée de fonds. On a des phases de soutien aussi pour la phase d'accès au marché, donc vendre votre produit. On a des soutiens spécifiques. Et après, la troisième bulle tout en bas, valoriser votre entreprise, j'y reviendrai. Là, on propose de plus en plus, et depuis maintenant plusieurs années, des solutions d'accompagnement opérationnel dans l'entreprise. On est parti du constat que le dirigeant est souvent un peu esselé dans la prise de décision, même s'il a des partenaires autour de lui. Voilà, il y a une vraie solitude du dirigeant. Donc, on propose des solutions d'accompagnement. D'autres acteurs en proposent également, notamment la région via HDFID, mais je pense est relayé par d'autres acteurs de l'écosystème. Voilà, on a un ensemble de solutions qui peuvent être intéressantes et je l'évoquerai rapidement. Alors, sur la première phase d'accompagnement des projets à la R&D, je vais déjà évoquer les projets qui sont les plus amont, c'est-à-dire qu'on a des solutions en subvention qui vont aider les startups récentes ou les entreprises récentes à lever des verrous technologiques. Et là, on a deux outils, c'est la bourse French Tech, qui je pense est assez connue, donc où on cible plutôt les entreprises de moins d'1 an, donc vous voyez des startups de création très récentes. Et l'aide à la faisabilité est un peu plus large puisqu'on va jusqu'aux entreprises de moins de 3 ans. Sur ces deux finalités, l'objectif est un peu le même, à savoir lever un verrou technologique.
par l'intermédiaire d'une subvention qui se veut assez incitative, hein, de fait. On peut retenir, alors c'est majoritairement du temps homme interne qu'on va financer, typiquement un ingénieur, enfin en tout cas quelqu'un qui va travailler sur la bonne réponse technologique pour lever ce verrou. On peut également intégrer des prestations externes, si toutefois vous travaillez avec un labo, avec en tout cas une personne tierce, une structure tierce qui va vous aider dans cette phase-là. Ensuite, une fois qu'on a passé cette phase d'amorçage, on peut accompagner des projets un peu plus structurants en termes de R&D. Donc, entreprise de plus d'1 an, là, on a différents outils. Je pense à l'avance remboursable, au prêt à taux zéro, au prêt innovation R&D, au prêt FEDER innovation. Enfin, l'idée, c'est pas de vous lister tout ça, mais on a les moyens de vous accompagner sur des bases, cette fois, un peu plus significatives, hein, puisqu'on va globalement de 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros. Ce sont des produits qu'on déploie aux côtés de la région et parfois de la métropole européenne de Lille. Bon, ce ne sera pas le cas pour le coup en termes de cible, mais encore que ça peut arriver si toutefois il y avait une implantation en métropole. Mais l'idée, c'est encore une fois, de partager le risque de ce projet de R&D avec vous. Et on peut aller, vous l'avez compris, jusqu'à des montants un peu significatifs. Alors, on avait un outil qui a très bien marché, qui est en fin de vie, si je puis m'exprimer ainsi. C'est le PIA3 régionalisé, qui permettait de faire la même chose, mais qui permettait aussi d'aller chercher des enveloppes de subventions un peu plus importantes. Donc le dispositif forcément a bien fonctionné, il est quasiment épuisé, mais on attend, et on attend confirmation en tout cas, on attend le déploiement d'un PIA4 régionalisé. Hein. Vous savez, l'État annonce beaucoup de choses dans le cadre du plan de relance, et le PIA4, qui était déjà prévu, pourra être utilisé sur des finalités d'accompagnement aux projets innovants. Donc il n'est pas encore déployé, mais on l'espère, ça devrait être le cas sur 2021. Et en moyenne, le taux d'accompagnement sur ces projets est globalement de 50%. C'est-à-dire que si vous avez un projet sur lequel vous devez engager 200 000 euros pour cette phase de R&D, on peut vous accompagner à hauteur maximum de 100 000 euros. Hein. Voilà, avec bien sûr aussi une limite financière qui est celle des fonds propres, puisqu'on est tenu à ne pas aller au-delà des fonds propres de l'entreprise. C'est une parenthèse, mais importante à intégrer. Alors, on a un volet spécifique, je vais l'évoquer rapidement, c'est le financement de la Deep Tech. Alors, la Deep Tech, c'est l'innovation de rupture, c'est l'innovation, ça veut tout dire et rien dire, donc on a essayé de la caractériser au mieux. De notre point de vue et dans notre langage, la Deep Tech, c'est des projets qui vont faire appel à une approche technique et scientifique importante, soit parce que l'innovation se base sur un brevet issu d'un laboratoire de recherche public-privé, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un lien fort avec le monde scientifique. C'est un projet qui, à terme, va permettre de disposer de fortes barrières à l'entrée, avec des verrous technologiques qui vont être importants, en tout cas qui va protéger le projet vis-à-vis de la concurrence, et qui va aussi lui donner un côté différenciant très important. Donc en gros, on va proposer un nouvel outil, un nouveau service qui va être très différenciant sur le marché et assez fortement protégé. Et la typologie de ces projets, d'une manière générale, c'est d'avoir, comme ils ont une intensité technologique forte, ils vont mettre plus de temps à atteindre leur marché et ils vont être plus complexes. Et donc, en général, ça va demander plus de cash. Une fois qu'on a répondu à ce cahier des charges, bon, nous, ça suppose qu'on le fasse valider en interne, hein, puisqu'on travaille avec notre direction d'expertise. Chez Bpifrance, on a nos équipes sur le terrain en région. On a également des équipes centrales sur Paris qui vont nous aider à qualifier notamment ces projets Deep Tech, qui ont une vue experte des sujets et auprès desquels il faudra avaliser en fait le côté Deep Tech du projet. Alors, si toutefois on respecte bien ce cadre, là pour le coup, nos capacités d'accompagnement sont encore plus importantes que ce qui existe déjà, puisqu'on peut être soit sur des phases très amont en subvention jusqu'à hauteur de 90 000 euros par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la bourse French Tech Émergence, soit sur des phases là de R&D un peu plus ambitieuses, on peut aller jusqu'à 2 millions d'euros d'aide à l'innovation, avec une volonté d'incitativité forte et aussi une volonté d'effet de levier très important auprès des partenaires. En général, c'est plutôt des actionnaires. Alors, je pense aux fonds qui interviennent sur des tours d'amorçage. On a Nord France Amorçage, on a Finovam, il y a d'autres acteurs aussi qui peuvent intervenir en capital sur les startups qui portent des projets de cette ampleur. En tout cas, l'idée, c'est de donner de la visibilité aux dirigeants pour qu'ils puissent aussi aller lever des fonds plus facilement. Parce que si on marque un accord sur une aide importante, même s'il n'est pas totalement versé aujourd'hui, ça lui donne de la visibilité et ça renforce l'intérêt de son projet auprès des partenaires. En tout cas, c'est aussi l'objectif de ce plan Deep Tech, c'est d'accélérer et de permettre de maximiser l'effet de levier auprès des acteurs en fonds propres, auprès des banques, auprès de tout un collectif d'acteurs de l'écosystème d'innovation. En parallèle à cela, si vous avez un projet qui n'est pas forcément Deep Tech, mais pour lequel l'intensité technologique est importante, sachez qu'il y a un dispositif qui a été déployé début 2019, qui s'appelle le dispositif French Tech Seed. En fait, tout simplement, ce sont des obligations convertibles, donc à mi-chemin entre de la dette
et de l'equity pur, enfin du capital pur, des obligations convertibles jusqu'à 250 000 euros, et qui doivent passer par un consortium régional qui est porté par Eurasanté, au sein duquel on retrouve la SAT, Euratechnologie, Eurasanté, HDFiD, l'opérateur de la région. Et si toutefois vous êtes labellisé par ce consortium, ça peut nous permettre chez nous d'intervenir en obligations convertibles à l'occasion d'une levée de fonds qu'on appelle un tour de seed, donc les premières levées de fonds en phase d'amorçage. Donc c'est un outil qui peut être intéressant et complémentaire à ce qui se fait par ailleurs. Alors, d'une manière générale, quand une startup doit lever des fonds, elle peut se heurter à des problématiques, puisque une levée de fonds, c'est structurant, ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, la consommation de cash continuant en parallèle, ça peut poser quelques soucis. Donc, on a développé 2 outils, le prêt d'amorçage sur la phase amont de cette levée de fonds et le prêt d'amorçage investissement sur la phase aval. Alors, c'est des produits qui permettent d'intervenir de 50 000 euros jusqu'à 1 million d'euros dans la limite des fonds propres. Mais le prêt d'amorçage en phase amont va vous permettre, via l'apport de cash qui est réalisé, de vous donner le temps de passer cette étape de levée de fonds dans de bonnes conditions, de ne pas se précipiter, parce qu'il y a de vrais enjeux derrière, donc ça suppose de prendre le temps. Et le prêt d'amorçage investissement, lui, permet de, quelque part, limiter le côté dilutif d'une levée de fonds. Puisque si on a un besoin de cash de 1 500 000, plutôt que de lever 1 500 000 en capital et donc de vous diluer fortement, vous ne pouvez, entre guillemets, ne lever qu'1 million d'euros et venir chercher chez nous un prêt d'amorçage investissement à hauteur de 500 000 euros. C'est du prêt, mais c'est du prêt sans garantie avec 3 ans de différé de remboursement. Donc c'est un prêt qui va vous donner le temps de poursuivre votre projet de R&D, votre projet d'innovation et le développement globalement de votre start-up sans être totalement dilué. C'est un produit qui marche très bien. N'hésitez pas à avoir le réflexe de nous solliciter. Si toutefois vous avez un besoin de lever de fonds, l'un de ces 2 produits, ou même les 2, parce qu'on peut envisager 2 phases, une phase amont, une phase aval, peuvent vous aider aussi dans cette approche. Alors, en phase de commercialisation, là, on a aussi d'autres enjeux. C'est-à-dire que vous avez développé votre projet innovant, vous avez pourquoi pas peut-être lever des fonds, et là maintenant vous allez lancer votre innovation sur le marché. Donc c'est d'autres enjeux, il faut recruter peut-être des commerciaux, il faut participer à des salons, faut déployer aussi le côté commercial de votre innovation avec des besoins qui y sont afférents. Là on a des solutions également pour vous permettre de financer ces dispositifs. Pareil, donc là ce sont une gamme de prêts sans garantie avec des différés de remboursement qui vont jusqu'à 2 ans. Donc ils vont aussi vous aider qui vont vous donner du temps en fait avant d'avoir à assumer un remboursement de cette aide. Et pareil, ce sont des prêts sans garantie, donc quand même des prêts qui fonctionnent bien, qui sont assez intéressants et qui là pour le coup permettent de partager le risque plutôt avec les banques, on va dire, puisqu'on va retrouver en général plutôt les banques sur cette phase-là. Elles sont peut-être un peu moins présentes en phase amont, même si ça arrive qu'elles le soient, elles le sont un peu moins, mais c'est légitime. Voilà, ce dispositif fonctionne très bien. Pareil, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces aspects. Et enfin, dernière grosse thématique d'intervention chez BPI France, c'est ce qu'on va appeler l'aspect valorisation de l'entreprise. Donc là, on parle plutôt de mission d'accompagnement, de mission de conseil dans l'entreprise et parfois aussi de mise en réseau. Alors, on a 2 gros types d'accompagnement. On a les accompagnements dans la durée. Là, on parle d'accélérateurs, puisqu'on a des accélérateurs PME, accélérateurs ETI, on a des accélérateurs thématiques qui se déploient assez largement depuis quelques années maintenant. On a notamment 2 promotions de PME qui sont accélérées en région. Mais au-delà de ces missions très longues, puisque là l'accélération ça dure entre 12 et 24 mois, on peut déployer des missions de conseil qui vont durer entre 3 et 10 jours et qui vont aider le dirigeant d'entreprise ou le dirigeant de start-up sur une problématique qui a été bien identifiée. Alors, en parallèle, on a également ce qu'on appelle les missions pitch and win, où on va venir aider un dirigeant à s'entraîner au pitch, puisque dans le cadre d'une levée de fonds, ou même aussi pour commercialiser un produit, vous serez amené à pitcher auprès de soit de clients potentiels, soit d'intervenants en fonds propres potentiels. Et le pitch, c'est un moment important, puisqu'on va juger, entre guillemets, votre projet et sa pertinence en quelques minutes. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple et sur lequel il faut se préparer. Donc il y a des aides pitch, des entraînements au pitch qui sont faits, qui est proposé aussi par les structures d'accompagnement. En tout cas, chez nous, on le déploie par l'intermédiaire d'un partenaire qui a fait ses preuves, qui est Pitch and Win. Donc on a négocié un temps d'accompagnement là-dessus. Donc si toutefois ça vous intéresse, on peut également en parler. Et enfin, pour revenir sur les missions d'accompagnement en entreprise, cette fois, qui vont aider le dirigeant à baliser un enjeu, à baliser une thématique particulière. On a plein de missions. Alors je vais les balayer très rapidement. Alors le design, c'est pas juste le design d'un produit, ça peut être l'expérience utilisateur au sens large.
par l'intermédiaire d'un site, par l'intermédiaire d'une expérience physique. Donc on peut vous aider là-dessus en vous mettant en relation avec un expert et prendre en charge une partie du coût de ce diag. Donc c'est des missions, on a sourcé pour chacune des thématiques évoquées des réseaux d'experts qui ont été labellisés par BPI France. Et alors un nouvel expert qu'on ne connaîtrait pas peut tout à fait prétendre à une labellisation. Mais en tout cas, si on a un expert labellisé et une thématique qui est validée, on prend en charge la moitié du coût de cette prestation. Donc c'est également intéressant. Donc ça se fait sur le design, ça se fait sur la data, l'intelligence artificielle, où là on va plutôt cibler des entreprises historiques, matures, qui disposent de beaucoup de data. Ça peut être un fichier client, ça peut être, ça peut être tout un tas de choses. Et l'idée, c'est de venir valoriser aussi ces data et plus globalement aussi de favoriser la transition digitale d'une entreprise. C'est une thématique à la mode, on en parle beaucoup. Sachez qu'en tout cas chez BPI France, ça peut être envisagé également par nos experts et par le biais d'une aide sur la prise en charge du coût de cette prestation. Alors le diagnostic croissance, lui, va concerner plutôt une population de start-up. L'idée, c'est de permettre aux dirigeants de prendre un peu de recul et d'identifier les principaux enjeux liés à sa forte croissance. Quand on est en forte croissance, il faut recruter, il faut se structurer. Il y a plein de problématiques internes qui émergent. L'idée de ce diag, c'est d'aider le dirigeant à prioriser ces problématiques et à les adresser. Donc pareil, on prend en charge la moitié du coût de ce diag. Donc c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Alors, il y a bien sûr le diagnostic innovation que vous connaissez peut-être, qui est opéré par HDFiD, un opérateur de la région. Donc, c'est un dispositif qu'on cofinance aux côtés de la région de France et qui, lui, est la première brique, finalement, de l'accompagnement sur les projets d'innovation. On va aider les primo-accédants à l'innovation, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, c'est un dispositif qui est super important en région. Il y en a plus de 100 qui sont faits tous les ans, qui permet aussi peut-être pour les entreprises de faire un premier pas dans une démarche d'innovation, puisqu'on a parfois des entreprises matures qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément ni le bon réseau, ni la bonne approche. Voilà, l'idée, c'est de les aider par l'intermédiaire d'un expert qui va intervenir en entreprise à initier cette démarche d'innovation. Et on peut tout à fait envisager, après ce diag innovation, d'avoir une approche un peu plus structurante encore, avec une approche directe de BPI France qui serait engagée. En tout cas, c'est un outil qui est hyper important dans le territoire. Et après, on a également des outils type le Diag Europe, où là, on va vous aider si toutefois vous souhaitiez déposer un projet auprès de l'Europe, puisque l'Europe intervient également en direct avec des montants qui sont très intéressants et parce que significatifs et en subvention. Pour autant, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Donc l'idée, c'est de bien se préparer. Il y a un peu de formalisme autour de tout ça. Et on peut vous aider dans ce cadre-là via ce qu'on appelle le Diag Europe. Et pareil, c'est un financement qu'on prend en charge pour moitié, donc le solde étant à la charge de l'entreprise. Voilà en gros ce que je pouvais vous en dire. Bon, c'était assez dense et rapide. L'idée, c'est pas que vous en reteniez tout, je ferai diffuser le support, mais c'est surtout que vous soyez sensibilisés et au besoin, n'hésitez pas à entrer en contact avec nos équipes pour qu'on puisse spécifiquement prendre le temps de discuter sur votre projet et de voir de quelle façon on pourrait peut-être l'accompagner. Donc j'espère que c'est clair. J'ai plus beaucoup de temps, mais s'il y a 2-3 questions, je peux potentiellement y répondre. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur les aides? En tout cas, vous aurez les supports, donc vous pouvez du coup regarder ce support. Et je vous envoie ça marche. Et n'hésitez pas à me solliciter au besoin ou à prendre contact avec les équipes. En tout cas, on fera ce qu'il faut pour vous mettre en relation avec la bonne personne. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention. Merci à tous, très bonne journée, bonne continuation. Merci. Et j'espère prochainement en physique. Oui, merci. Donc on va enchaîner du coup avec François Vandeplage de Ramaterials, qui là va parler plus spécifiquement. On a déjà vu pas mal de choses avant, voilà, je pense on va parler plus spécifiquement là du diagnostic industrie du futur. Voilà, je vous laisse la présentation. Allô. Ça marche? Oui. Donc voilà, bonjour. Donc je travaille au sein de Ramaterials, qui est pôle de compétitivité des matériaux très très larges, incluant le papier, le carton, le verre, l'acier, les textiles techniques. Mais aujourd'hui, je suis là en tant que consultant labellisé auprès d'HDFiD pour le diagnostic industrie du futur. Donc en fait, on parle beaucoup d'industrie 4.0 dans les PME, mais c'est quelque chose qui, en général, quand je fais des rendez-vous avec les petites PME, fait peur.
Donc tout le monde sait que les enjeux de l'industrie, c'est vraiment l'évolution des marchés, la technologie, l'évolution organisationnelle, environnementale et sociétale. Mais en général, quand je rencontre les entreprises, les questions, c'est ça paraît compliqué, c'est pas pour moi, c'est l'une de mes préoccupations, combien ça coûte, c'est quoi le retour, je vois pas bien comment faire, comment être accompagné, et l'humain dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup de 4.0, mais les gens mélangent un peu tout. On a quand même besoin de l'humain, même qu'on fait du 4.0. Donc en fait, les gens nous demandent comment on peut les accompagner. Donc on s'aperçoit qu'il faut d'abord déterminer les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, dans le diagnostic industrie du futur, en fait, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité stratégique et une possibilité expert. Moi, je suis labellisé en tant qu'expert. Expert technique, parce que j'ai 35 ans de fabrication de machines spéciales, process et procédés au sein du pôle de compète, mais aussi dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Donc, en fait, moi, ce que je fais avec les entreprises, c'est, quand ils ne savent pas trop sur quoi ils veulent travailler, c'est faire un petit focus dans un premier temps, avant de faire le diagnostic sur 4 gros points qui sont l'industrie 4.0, c'est la qualité, la production, la maintenance. Et quand j'appelle gestion de la demande, c'est tout ce qui est, ce qu'on disait, c'est tout ce qui est information externe qui peuvent influencer votre entreprise. Je parle toujours, par exemple, vous êtes un fabricant de merguez et il va faire beau ce week-end, vous allez en vendre beaucoup. Donc c'est une information extérieure qui peut influencer votre entreprise sur la production. Donc les gens, des fois, ne savent pas trop sur quelle piste aller. Ils savent qu'il faut avancer sur ces projets-là. Ils ne savent pas trop. Donc on fait un petit focus, j'appelle ça un canvas, qui sur les 4 points permet de déterminer des axes de travail qui peuvent amener derrière un diagnostic innovation. Ça, c'est la part que je fais au sein du pôle. Et après, je bascule au sein du programme pur. Donc ça, c'est la partie que moi je fais en tant qu'expert technique, mais ça peut être un problème stratégique pur. Donc dans l'accompagnement du processus, dans le cadre de ce diagnostic, l'entreprise a donc 2 possibilités. Soit elle a déterminé une piste de travail technique, expert, et dans ce cas-là, je peux faire une prestation pour elle. Soit elle ne sait pas trop, et ça peut être un problème d'organisation, ça peut être stratégique, et on peut avoir un diagnostic stratégique. Les 2 sont cumulables. L'ensemble du processus, c'est 10 jours de prestation qui est pris en charge à 80%. Donc en fait, c'est 1 000 € par jour. Donc en fait, à l'entreprise, ça ne coûte que 2 000 € pour 10 jours de prestation. Ça peut être une prestation stratégique pure, 10 jours. Ça peut être une prestation expert, 10 jours. Ou ça peut être du mixte. C'est-à-dire que ça peut être 3 jours de stratégique et 7 jours d'expertise en fonction du rapport de l'expertise stratégique. Donc c'est quelque chose, c'est extrêmement cumulable, enfin qui est très souple dans la manière de gérer le temps, mais les gens peuvent faire les deux. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'en fait, l'apport extérieur d'un consultant stratégique peut des fois être important et amener sur d'autres solutions par rapport à leurs idées de base qui étaient simplement que de la technique. Non, c'est pas peut-être que ça, c'est pas peut-être une modification d'un procédé, c'est peut-être général dans l'entreprise, peut-être voir carrément le système organisationnel de l'entreprise et ensuite aller sur une prestation plus ciblée. Donc voilà, donc le diagnostic innovation, ça se fait en 2 phases. Donc il y a d'abord un rendez-vous qui est fait avec l'entreprise pour déterminer la prestation possible. Ensuite, on vient avec HDFiD, qui est le financeur, pour bien voir si l'entreprise rentre dans les critères de sélection. Bon, globalement, il faut être moins de 2000 salariés, il ne faut pas avoir plus de 25% de capital d'un grand groupe dans votre entreprise. Mais c'est très, 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 très ouvert par rapport aux PME régionales ici, il n'y a pas de souci. Une fois que le rendez-vous stratégique est fait, ça passe à une commission. Et dans cette commission, sont sélectionnés 3 experts possibles pour effectuer la prestation. En général, quand j'amène une entreprise, forcément ils me prennent, mais en fait, HDFiD va proposer 3 consultants. Et c'est l'entreprise qui choisit. Donc une fois que le consultant est choisi, la prestation se fait, et ensuite il y a une restitution d'un livrable qui est fait avec HDFiD qui est le financeur. Donc cette prestation, ça peut être très large. Dans
Dans mon cas, ça peut être réflexion sur une ligne de process, ça peut être création d'un cahier des charges pour faire une sous-traitance d'une modification de ligne, ça peut être suivi d'une école d'ingénieurs pour faire une prestation de réflexion de procédé, de process. Ça peut être un déménagement de machines, une stratégie sur comment revoir la RFID dans l'entreprise. Voilà, c'est extrêmement large du moment que ça a un lien quand même avec l'industrie 4.0 et l'innovation. Ensuite, une fois que ce processus est fait, il peut y avoir des accompagnements complémentaires. Donc, vous avez vu BPI qui a expliqué derrière qu'il peut y avoir des prestations qui sont prises en charge aussi entre 70 et 50%. C'est souvent un complément au diagnostic innovation, parce que 10 jours, c'est bien, mais 10 jours, c'est relativement court. Ça permet quand même de dégrossir le travail. Comme je dis toujours, ça permet de créer un dossier qui est prêt à être utilisé là où les gens n'ont pas forcément le temps ni les compétences pour le faire. Mais au moins, le dossier existe et ça permet d'aller plus loin. Donc derrière, il y a donc BPI qui peut aider. Au sein du pôle, on a des aides au conseil. Les aides au conseil, c'est pareil, c'est des jours de prestations qui sont pris en charge à 40%. Et ensuite, il y a encore quelques accompagnements possibles. Mais dans ce cas, il faut être membre du pôle. Donc là, j'en parle pas, ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. C'est très utilisé. En fait, ils ont fait plus de 100 diagnostics l'année dernière. L'objectif, c'est d'en faire plus de 250 cette année. On a à peu près une centaine de consultants labellisés, avec certains forcément des thématiques bien précises. Moi, je suis plutôt process et procédés. Il y a des gens qui sont plutôt dans la robotique. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'aménagement de logistique ou des choses comme ça, vraiment par métier. Voilà, c'est assez court par rapport à BPI. Si vous avez des questions. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'aide, sur l'accompagnement diagnostic industrie du futur, qui est du coup une aide relativement accessible aussi et qui permet de mettre un pied à l'étrier. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. Avec un remboursement de 80% qui est quand même très, 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 très généreux. Ouais. Pas de questions ? Ok, bon, merci beaucoup. Du coup, voilà, on a fait le tour en fait des intervenants. On a repassé sur pas mal de sujets. L'idée, c'était vraiment de reposer les bases et je pense que c'est ce qu'on a réussi à refaire. Donc, on a Elena Salazar qui a travaillé pendant ce temps-là, qui a écouté attentivement, mais qui a beaucoup travaillé, beaucoup dessiné, qui va nous montrer un petit peu ce qu'elle en a retenu et puis voilà, ce qui permettra aussi peut-être de repréciser certaines choses, d'avoir quelques questions. L'idée aussi, c'est d'avoir ce côté un petit peu ludique aussi, de compte-rendu qui se fait en un coup d'œil, voilà, et de reprendre les principales idées parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. La vidéo a été enregistrée, donc on aura l'occasion aussi de revenir même sur les supports aussi pour tout le monde. Et voilà. Ouais. Ah, ça y est. Est-ce qu'on peut l'agrandir ou pas? Je vous laisse prendre un micro du coup. Okay. Le jaune ou le rouge. Okay. Bonjour. Jaune, ça va bien avec la couleur de bon, alors moi, je sais pas, je suis pas du tout dans le milieu de l'innovation, industrie, etc. Donc, je suis facilitatrice graphique, et donc mon métier, c'est en quelque sorte d'interpréter les idées de manière visuelle, d'allier le dessin et les mots. Je dis souvent en français, en général dans les conversations, on dit « tu vois ce que je veux dire ?» Du coup, moi, j'essaie de rendre visible ce que les gens essayent de dire. Après, je réinterprète, forcément. Dans l'interprétariat, il y a toujours un peu de trahison, on dit souvent. Donc, je viens pas de ce milieu, donc j'ai essayé de comprendre ce que vous racontiez. Donc, c'était très intéressant, ça a évoqué beaucoup de choses en moi. Alors, d'abord, l'intervention d'Olivier Duclou sur les définitions. Donc, voilà, cette idée
cette idée qui donne lieu à plein de choses, à cette nécessité de s'améliorer. Alors, ce qui m'a fait... il y avait des images très environnementales qui me sont venues, cette histoire de vague d'innovation, un peu comme une marée, comme ça, qui arrive, et puis cet écosystème en perpétuelle mutation, avec, pourquoi innover, la nécessité de s'adapter, notamment aux exigences des clients. Voilà, l'idée du mouvement était assez permanente en fait dans l'idée d'innover, avec cette image. D'un côté, il y avait les personnes qui restent bloquées un peu sur leur île, qui stagnent, et puis quelqu'un qui embarque les personnes, qui leur propose d'embarquer. Enfin, il y a un truc qui est revenu un peu le fil conducteur, c'était cette nécessité de l'externe. Cette image-là, parce qu'effectivement, c'est vraiment le but aussi de ce cycle, d'embarquer les gens, et de pouvoir créer cette dynamique. Et il y a vraiment le truc qui revient à chaque fois, c'est rencontrer, échanger, embarquer, quoi, exactement. Bon, là, le petit truc qui m'a fait rigoler sur la notion de rupture d'usage et rupture technologique, j'imaginais l'iPhone qui se vantait auprès de la raquette, je sais plus quoi, et de la tente, en disant « Ouais, mais moi, je cumule les deux, alors que vous en avez qu'une seule de rupture. » Après, comment innover? Alors, j'imaginais une échelle avec plein d'étapes et un personnage qui, un peu comme un randonneur, qui prend son sac à dos et qui dit « Bon, allez, c'est parti, c'est une longue randonnée qui va commencer. » Enfin, c'est plutôt une échelle, quoi. Et même si ça a l'air d'être assez compliqué, ou en tout cas, ça va être une sacrée aventure, je pense qu'Olivier l'a rappelé à chaque fois, c'est que qu'il y a plein d'acteurs qui peuvent aider à aiguiller les personnes, et il y a vraiment aussi cette idée d'orientation, de roadmap, de se repérer dans l'espace. Voilà, après j'ai essayé de reprendre un peu les quelques exemples. Ça allait assez vite pour moi, donc ce qui m'a marqué, c'était cette histoire de démarche coup de poing, là, le masque Vokov, c'est ça? J'imaginais 40 personnes qui s'ennuyaient pendant le confinement, qui se sont dit bon, on va trouver un truc pour ne pas s'ennuyer. Voilà, ça c'était la première intervention, ce que j'ai retenu. Après, est-ce qu'on peut remonter le document? Les témoignages. Alors, ça m'a marqué cette image de Vis qui disait non, on n'est pas mort. Enfin, je sais plus, vous parliez de ça, Christophe. Et il y en a une qui dit et si on devenait intelligente? Donc voilà, c'était le début de l'innovation. Alors, comment distinguer innover et inventer? J'imaginais la poule et l'œuf. Enfin, je ne sais pas du tout si c'est vraiment très pertinent, mais en tout cas, il y a la poule qui dit qu'elle existait déjà et le poussin qui dit « je suis tout nouveau ». Donc voilà. Mais le poussin, pour exister, il a besoin de 2 personnes au moins. Pour innover, il faut un contexte, la transversalité, décloisonner. Un truc qui était important aussi, c'était cette histoire de déhiérarchiser, avec un petit personnage qui dit attention, il y a beaucoup d'humains dans l'innovation, et ça c'est quelque chose qui est important, qui peut être à la fois être un risque et en même temps vecteur de belles surprises. Alors j'ai capté aussi cette idée de 2 portes d'entrée vers l'innovation. À la fois, soit c'est la porte d'entrée peut-être la plus facile, je ne sais pas, c'est d'avoir une super idée, ou alors de pas du tout avoir d'idée. Et puis dans le témoignage de Raphaël, qu'est-ce qui m'a marqué? Un peu les 2 phrases clés qu'il a entendues chez Arc. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, et il faut essayer d'être plus intelligent que les autres. Et c'est cette histoire, encore une fois, de sortir du quotidien, d'aller vers l'extérieur, qui étaient les moments où les idées apparaissaient. Alors, ce qui tire l'innovation aussi, pour lui, c'est les besoins clients. Et que dans cette innovation, ce qui va permettre de définir si on y va ou si on n'y va pas, c'est la rentabilité, l'effort, etc., mais aussi le plaisir. Voilà, échanger, rencontrer, c'est les choses qui reviennent. Et puis, juste un petit truc qui m'a fait rigoler, c'était il ne faut pas se limiter au produit, mais aussi à sa maintenance. Donc, j'imaginais un personnage qui buvait si j'ai bien compris, c'était des bouteilles. Donc, j'imagine une bouteille pleine de vin. Et la maintenance, c'est bien évidemment de boire ce qu'il y a dans la bouteille. Voilà, bon, c'était une petite blagounette. Voilà, et enfin, après là, c'était beaucoup plus technique pour moi. J'avoue que j'ai juste noté un peu les différentes étapes de l'accompagnement de BPI France, et puis juste aussi les différentes étapes du diagnostic de l'industrie du futur. Merci. Merci beaucoup.
Voilà, donc ça donne une petite représentation graphique de tous vos propos et c'est vraiment chouette d'avoir ce côté-là et ce qui nous accompagnera du coup durant les autres ateliers. Donc on aura vraiment après un roadbook finalement de ces ateliers. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'un, l'autre ou par rapport au contenu. Non. Juste pour vous dire peut-être rapidement, du coup, les autres rendez-vous, parce qu'on n'en a pas parlé, on a dit que ça faisait partie d'un cycle. Donc, du coup, il y aura encore 5 autres rendez-vous dans cette mission innovation. Donc, la prochaine, vous pouvez noter la date, le vendredi 20 novembre. Donc, ce sera ici au même endroit, à la même heure. Donc ça, c'est la prochaine. Donc la thématique, ce sera transition industrielle et numérique. Donc on parlera un petit peu plus là des outils, on rentrera un petit peu plus dans le dur des sujets. On aura ensuite donc des thématiques qui vont s'échelonner à partir du 15 janvier, donc sur la transition technologique plutôt. Donc là, le lieu de rendez-vous sera probablement à l'EILCO avec, dans l'idée, pourquoi pas, de faire une visite des locaux et du matériel qui se trouve dans l'école d'ingénieurs. Ensuite, on aura transition écologique, parce que effectivement, il y a tous ces aspects-là aussi, et ça fait partie de l'innovation. On aura un atelier qui va se dérouler en avril avec les collaborateurs, autour des collaborateurs et des compétences, et ça, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Et puis un dernier atelier qui parlera de partage, d'échange, de dynamique. L'idée étant, à l'issue de tout ça, de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que les liens commencent à se créer ? Est-ce qu'on a créé une dynamique ? Et est-ce qu'il y a des projets qui se créent autour de ça, autour de l'innovation ? Voilà. Pour vous dire aussi qu'il y a des petits livrets qui sont sur les tables. N'hésitez pas à les prendre. C'est les aides dont on a parlé. Il y en aura d'autres par la suite, puisque dans l'idée, c'est toujours aussi de présenter un accompagnement qui ira avec. En tout cas, il y a déjà celles-là qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à vous servir et puis à le diffuser à l'extérieur. Merci à tous. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances, puisqu'on est à la veille des vacances scolaires. Voilà. Bonne journée.